déjà, il faut se méfier de nos propres grilles de lecture. Donc, venir parler d'éco-anxiété, soyons clairs, il y a plein de jeunes, ça leur passe complètement Ouais. pas anxieux par rapport à ça, on n'en sait rien en fait. Et ils ont parfois des préoccupations plus immédiates. C'est comme si on avait un stock limité de préoccupations. On peut pas toute la journée se préoccuper de 20 000 choses. Et c'est clair que si vous vivez vous-même dans des situations où il y a des urgences, vous allez donner priorité à ces urgences-là. Et donc ça renvoie à une connexion à un moment donné qui me paraît intéressante à faire. Parce qu'on a pas mal discuté avec la crise des gilets jaunes et puis maintenant le Covid, c'est comment est-ce qu'on arrive à connecter les enjeux environnementaux et les enjeux sociaux. Donc là, on est face à des jeunes pour qui c'est plutôt terminer la fin du mois, s'occuper des gens qui vont pas bien et des stress plus immédiats, mais en fait qui sont au final pas déconnectés des questions environnementales. Mais si on vient avec un message écolo, entre guillemets, ils vont pas faire la connexion. Donc je pense que c'est très important de partir de là où ils sont et puis de construire à partir de là. Parce que la question environnementale est aussi une question d'égalité sociale, que ça soit dans ses conséquences ou dans ses origines. Et donc là, il y a un vrai travail du coup pédagogique à faire, ça c'est une chose, et en se méfiant du coup qu'il y a des mots-clés, j'en ai utilisé un ici qui est écologique. Bon, en fait, malheureusement, c'est un mot qui est devenu connoté socialement. C'est-à-dire qu'il est devenu rattaché à des groupes sociaux. Et donc, à certains, voilà, ça paraît un peu bobo tout de suite, en fait. Où ça risque de l'être de plus en plus, d'autant que ça a été instrumentalisé par certains groupes de pression pour en faire ça. Donc, notamment aux États-Unis, les enjeux environnementaux ont clairement été utilisés dans la polarisation politique entre l'extrême droite et les autres. Et ça commence à arriver chez nous. Le MR fait la même chose. Il instrumentalise les enjeux écologiques pour les coller à un parti et à un groupe social, et avec des gens qui veulent interdire des choses, qui veulent voilà. Et donc c'est très embêtant parce que ça veut dire quand on parle de préservation de l'environnement qui concerne tout le monde, très vite des gens peuvent nous cataloguer en disant mais ça c'est une préoccupation de tel groupe social qui est pas le mien. En fait, c'est pas vraiment ma préoccupation. Donc là, il y a quand même un enjeu intéressant à faire et donc il faut se méfier des mots valises comme ça ou des mots tout faits. Il faut vraiment essayer d'utiliser le langage que les jeunes amènent et leur réalité à eux pour construire des choses. Et creuser et les amener à se poser des questions et à dépasser un petit peu les évidences. Oui, donc et c'est pas facile parce qu'on vient nous-mêmes avec nos grilles de lecture dont on peut difficilement s'extraire. Donc il y a aussi un enjeu et on est aussi, il y a rien à faire. On va pas échapper à un groupe social parce qu'on l'a décidé. Les jeunes eux-mêmes, ne fût-ce que la façon dont on parle, la couleur de notre peau, il y a rien à faire, mais le fait que vous soyez un homme ou une femme ou des choses comme ça va être reçu d'une certaine façon. La façon dont on a présenté l'activité, donc les profs, comment ils vous ont présenté, ça va aussi plus ou moins connecter les jeunes à certaines formes de réalité. Et donc, comment dépasser ça? Et donc là aussi, je pense que des questions de vécu commun, d'expérience et des choses comme ça sont importantes parce qu'elles permettent de dépasser cette espèce de catégorisation que les jeunes pourraient avoir fait très vite avec une mise de côté. Et alors, il y a un autre enjeu, c'est la question de l'urgence ou de la distance temporelle ou de la distance physique. C'est-à-dire qu'on sait bien qu'en termes de communication autour des enjeux environnementaux, un des gros problèmes, c'est que pour beaucoup de gens, ça paraît distant. C'est un problème qui arrivera dans X années. Or, de plus en plus, c'est pas vrai. C'est maintenant. C'est maintenant qu'on a des vagues de chaleur. C'est maintenant qu'on a... Et donc, je pense qu'un des enjeux avec les jeunes, c'est comment est-ce qu'on peut construire un message sur l'environnement qui leur parle d'ici et maintenant. Parce que ces jeunes-là, qui ont plein de préoccupations immédiates, ça sert à rien de leur dire, ouais, vous savez, dans 10 ans, il pourrait y avoir ça. Dans 10 ans, ils savent pas où ils sont dans l'incertitude. En fait, l'incertitude, eux, ils sont dedans. Donc eux, c'est pas. En fait, c'est pour ça qu'il n'y a pas aussi cette espèce d'éco-anxiété. Ils font face à ça tout le temps. Ils doivent se débrouiller. Ils savent pas s'ils y réussiront leur année. L'année prochaine, ils savent pas où ils en seront. Leurs parents, ils savent pas très bien s'ils auront encore un boulot dans un mois. Enfin, je caricature un peu, mais on peut comprendre que des gens dans des situations comme ça, avec une incertitude éventuellement judiciaire, sanitaire, des gens sont malades, on sait pas très bien ce qu'ils vont devenir, incertitude au niveau de leur cursus scolaire, de l'emploi, du revenu, etc. Leur dire qu'en 2050, il y aura plus de glace au pôle Nord, c'est dans un siècle ou deux, ce serait dans 1000 ans, à mon avis, en termes psychologiques, ça changerait peut-être pas grand-chose. Par contre, il y a peut-être des enjeux auxquels ils sont confrontés maintenant, qui ont un lien avec l'environnement, mais où ils font pas la connexion. Et ça, c'est peut-être intéressant à creuser, quoi. Donc, comment rapprocher, en fait, presque physiquement, mais en tout cas psychologiquement, cette distance-là. Donc ça veut dire aussi bien choisir ses enjeux, parce qu'en effet, si on rentre par un enjeu qui est plutôt macro et distant, c'est typiquement des jeunes, à mon avis, qui seront pas disponibles en fait pour écouter ça. Par contre, je pense que c'est des jeunes qui sont comme les autres, mais peut-être plus que d'autres en recherche de reconnaissance, qui peuvent vivre aussi des sentiments d'injustice et donc sur lesquels on peut capitaliser aussi pour alimenter un engagement. Que les enjeux environnementaux sont aussi, comme on l'a dit, des choses qui peuvent leur donner peut-être. Il y a d'autres façons d'être reconnus dans la société que de gagner Danse avec les stars ou Secret Story ou être joueur de foot.
Ça peut être une figure de la contestation, de la militance écologique, ça peut être des choses comme ça. Donc je me dis qu'il y a plein de choses qui peuvent être intéressantes pour leur ouvrir des possibles et des futurs auxquels ils n'avaient peut-être pas imaginé. Donc je pense qu'il y a peut-être des postures qui peuvent être intéressantes par rapport aux enjeux environnementaux pour ces jeunes-là, en termes identitaires, en termes de perspectives futures, et donc on ne doit pas laisser tomber en fait. Mais en effet, je pense que ça demande d'adapter le message, de trouver aussi, ça, c'est une des grandes leçons de ce qu'on appelle le marketing social, c'est-à-dire les techniques de marketing en fait appliquées aux enjeux sociaux, c'est que les personnes qui vont les inspirer, ces jeunes-là, les personnes qui vont leur parler, on dirait aussi aujourd'hui des influenceuses et des influenceurs, ça va pas être les mêmes que pour les jeunes des classes plus favorisées, voire très favorisées. Et donc, comment trouver pour eux des jeunes qui leur parlent? Je suis désolé, ça fait caricatural, mais trouver des rappeurs qui parlent d'environnement, c'est montrer qu'on peut être cool d'après leurs standards à eux, qu'on peut être je suis désolé aussi d'utiliser ce mot-là, mais on peut être une bonasse et on peut être une bombe que les garçons, après cours les garçons, et s'occuper d'environnement. Comment faire ça? On peut tenir une chaîne YouTube d'influenceuses qui parlent de produits de beauté, mais en prenant soin de l'environnement. Parce qu'il y en a qui le font. Et voilà. Je dis pas qu'il faut rentrer par là, mais je pense que comme animateur ou animatrice, on doit connaître ça, parce que sinon on ne sait pas parler à ces jeunes-là. Voilà, c'est trouver des canaux, et de nouveau, sans les enfermer là-dedans. Si on ne trouve pas ce contact à un moment donné, ça va être difficile de les amener vers autre chose. Donc il faut arriver à créer cette proximité à un moment donné, mais pas pour les enfermer là-dedans. Je pense que c'est vrai pour ça, mais c'est vrai peut-être pour aussi des ados qui auraient beaucoup d'éco-anxiété. Si on arrive à créer des espaces où il y a suffisamment de liberté et de confiance pour que les jeunes puissent se parler, je pense aussi qu'à un moment donné, il ne faut pas avoir peur que les jeunes puissent se dire qu'ils ne sont pas tous sur la même longueur d'onde et qu'ils ne sont pas tous d'accord. Et qu'on n'est pas obligé de tous avoir le même avis. Et qu'il y en a qui sont pris au trip par la question environnementale et d'autres qui en ont pour l'instant rien à faire. Mais qui puissent se parler, qu'il puisse y avoir des débats respectueux. Donc je pense que ça, c'est... parce que ce qui va faire bouger les jeunes, c'est pas tellement ce qu'on va leur dire. C'est les modèles que nous, on peut être comme adultes. Donc c'est là que je parlais de figures inspirantes, etc. Et c'est les autres jeunes. Évidemment que si on a des jeunes dans la classe qui sont sensibilisés à l'environnement, il faut les faire parler et essayer de les soutenir. Mais il faut pouvoir que ceux qui ne sont pas d'accord ou qui n'en ont rien à faire, ils puissent le dire aussi, et qu'on ait ces débats. Ces débats-là ont plus de chances de faire bouger ceux qui étaient complètement désensibilisés que tout ce qu'on pourra dire nous comme adultes, probablement. Mais il faudra voir comment on l'anime, comment on mène ce débat. Parce que si la conclusion du débat, c'est que ça renforce la norme de groupe qui est on n'en a rien à faire et de toute façon on va rien faire et on va tous s'éclater et en profiter tant qu'on peut. Voilà, donc il y a des techniques d'animation qui sont à mon avis intéressantes à utiliser, mais avec soin. Et le plus délicat là-dedans, c'est probablement d'avoir une idée a priori de dans quel sens porte la majorité du groupe. Parce que si vous êtes dans un groupe où si vous savez que sur 25, il y en a 20 qui vont vous dire ça c'est des trucs de bobo, nous on n'en a rien à kicker, commencez pas par un débat de groupe. Parce que là, tout ce qui va ressortir, c'est la norme du groupe. Et être dans le groupe, c'est dire qu'on n'en a rien à foutre de l'environnement. Donc c'est un truc de bobo et que voilà. Donc il y a d'autres techniques. Il faut peut-être passer par des réflexions plus individuelles, des échanges deux par deux, des choses comme ça, et puis seulement à la fin venir avec un collectif en montrant qu'il y a des débats dans le groupe et qu'il y a différentes postures. Mais pour faire bouger ceux qui sont un peu figés dans une posture, c'est pas un vrai enjeu ou c'est un complot de communistes pour pouvoir reprendre le pouvoir. C'est les débats entre eux qui vont, à mon avis, et alors je pense aussi à des choses qui sont maintenant réinstaurées dans les écoles, les joutes verbales, une activité aussi qui est disponible en ligne qui s'appelle les controverses, mais c'est surtout connu dans le monde anglo-saxon. C'est des techniques d'animation pour amener les jeunes à bouger en fait de posture et à les obliger à prendre différents points de vue et échanger des arguments. Donc pas rester dans ouais non t'es conne de dire ça, etc. Mais s'obliger vraiment à formuler des arguments, à réfléchir. Et donc on fait ce qu'on appelle du conflit socio-cognitif, quoi. Et là voilà. Par contre, si vous avez une classe qui est à fond là-dedans et où c'est la majorité du groupe, ben vous privez pas pour faire ressortir que la majorité du groupe elle est là-dedans et donner-leur des outils pour aller plus loin. Donc vous voyez, en fonction du public que vous avez en face de vous, il y a probablement une action à géométrie variable à imaginer, à mon avis plutôt collectivement, et c'est peut-être intéressant de réfléchir collectivement en disant ok, est-ce qu'on peut imaginer différentes gradations dans le public qu'on a ou différents profils de public qu'on pourrait avoir, de dominantes dans notre public, et quel serait un petit peu l'enchaînement des activités qui nous paraît les plus intéressantes avec tel ou tel type de public, sans vouloir tout canasser et tout. Mais en deux mots, l'idée c'est que les comportements qu'on a posés
vont pas avoir le même impact sur nos attitudes et sur nos comportements futurs, suivant le lien qu'on fait entre ces comportements et qui on est. Et si à un moment donné, à la fin d'une activité, par exemple, je demande, je prends 3 minutes aux jeunes en disant maintenant, j'aimerais bien que vous mettiez par écrit euh, en quoi ou pourquoi l'activité qu'on vient de faire, à quelles valeurs qui est importante pour vous, cette activité est connectée, ou en quoi ça reflète des valeurs qui sont importantes pour vous. Voilà, je suis déjà dans un discours qui est plutôt pour des ados qui sont déjà un peu, c'est déjà un peu intellectualisant, mais ou à la fin leur dire, de faire un tour de table en disant, ok, pourquoi c'était important pour vous ce qu'on a fait et qu'est-ce que ça vous a donné envie de faire. Ça prend pas beaucoup de temps, c'est tout bête, mais en fait, ça renforce le lien, en fait, ça renforce l'engagement des gens, ou le lien entre eux et le comportement qu'ils viennent de faire ou l'activité qu'on vient de faire ensemble. Et comme l'activité qu'on vient de faire, elle est liée à des enjeux environnementaux, on a envie de renforcer cette connexion. Parce que c'est ça qui va avoir ce qui va renforcer l'impact à long terme. Je vais un peu vite, mais je sais pas si c'est clair ce que j'ai dit, mais c'est un peu ça l'idée. D'accord? Donc c'est l'idée que ce que j'ai fait, c'est pas juste parce qu'on me l'a demandé, c'est pas juste parce que c'était sympa, c'est parce qu'en fait, finalement, si je me pose la question après, ouais, en fait, ça reflète des valeurs qui sont importantes pour moi. Ou oui, c'est le reflet de qui je suis, en fait. Moi, je suis quelqu'un de préoccupé par l'environnement. Si vous arrivez, si vous poussez l'activité jusque-là, vous augmentez la probabilité qu'elle ait un impact à plus long terme. Plutôt que de dire, ah, c'était sympa, on s'est bien amusé, ciao, à la prochaine. Le fait de labelliser nous-mêmes aussi parfois des comportements, ok, je vois que vous êtes vraiment des jeunes concernés par l'environnement, vous êtes vraiment impliqués là-dedans, ça doit vraiment être des choses importantes pour vous. Ben, le fait de le dire comme ça, alors je suis désolé, on est vraiment dans des techniques qu'on appelle dans d'autres contextes de la manipulation, mais ici, vous l'avez fait, c'est votre mission, n'hésitez quand même pas de temps en temps. Je veux dire, les gens qui nous vendent des ordinateurs, des smartphones et de la merde, ils n'hésitent pas à le faire tout le temps à longueur de journée, dans tous les médias possibles. Je vois pourquoi on s'en priverait, nous, quand on fait des actions éducatives. Et juste, je voulais quand même dire, sur tous ces sujets, moi, je me méfie très fort. Par exemple, je déteste classe populaire, par exemple. Ça met tous les jeunes dans le même panier. Ça fait l'inverse de ce que je disais. Ça renforce cette identité qu'il y aurait des groupes séparés. Et que moi, si je suis dans la classe populaire, je dois être comme ça. Donc, je ferai très très attention à tous les discours qui vont, voilà, on parlait de jeunes de milieux défavorisés. Entre nous, je pense qu'il n'y a pas de problème à l'utiliser, mais il faut vraiment se méfier de ces termes-là. L'école est pleine comme ça de stéréotypes et les profs sont les premiers à les utiliser. Je suis désolé, mais dans les jeunes défavorisés que je côtoie ici à Molenbeek, il y a de tout. Il y a des jeunes qui sont très sensibilisés à ça. Dans les amis de mes filles, à l'école, et elles côtoient ces publics-là, il y a de tout. Et donc attention à ne pas les enfermer, parce que plus on va en parler comme ça, plus on va renforcer ces idées-là. Il faut le tenir en compte quand on est animateur ou quand on agit, mais il faut très fort attention à faire voilà, à ces labels, parce qu'on va vraiment catégoriser ces gens. Et de nouveau, si on les catégorise, ils vont se dire, OK, ben, je suis dans ce groupe-là, donc je dois faire comme les gens de ce groupe-là. On a parlé tantôt de l'importance de ce sentiment qu'on peut faire quelque chose, qu'on peut faire la différence, donc les démarches participatives, l'éducation, la citoyenneté. Évidemment, les publics dont on parle ici sont ceux qui, de par leur expérience de vie, de leurs parents, croient le moins qu'il est possible de changer les choses, en tout cas par des actions individuelles. Ça, c'est bien documenté dans la littérature. C'est les groupes les plus défavorisés dans la société qui croient le moins en leur capacité personnelle à faire la différence. Ce qui est assez logique, d'accord? C'est ce que leur quotidien leur renvoie. Tandis que quand vous êtes d'une classe avec des parents très privilégiés, très bien éduqués, votre expérience quotidienne et celle de vos parents montre que vous pouvez décider de votre vie quelque part, ce qui n'est pas nécessairement l'expérience de ces jeunes-là, qui quand même dans la société subissent beaucoup plus souvent que les jeunes de familles très favorisées. Et donc là aussi, est-ce que vraiment la priorité c'est de leur parler d'environnement, ou c'est d'abord de leur faire vivre des choses et de leur faire vivre notamment qu'il est possible d'avoir une action individuelle ou collective sur ce qu'ils vivent autour d'eux? Parce que si on vient juste, c'est complexe, c'est anxiogène, etc. Et puis eux, ils sont déjà dans une situation, c'est pas facile au quotidien. Leur expérience de vie et des adultes autour d'eux, c'est, ben en fait, il va falloir s'adapter plutôt que décider ce qu'on fait. On a peu de prise et de maîtrise sur ce qui nous arrive. On doit se débrouiller. Et nous, on vient rajouter une couche de difficulté, de complexité là-dedans. Comment on connecte ça, quoi? Donc, voilà. De nouveau, je vous l'ai dit, hein, ça veut pas dire qu'il faut pas leur en parler. Je pense que c'est très important, que ça leur ouvre des possibles. Mais il y a vraiment cet enjeu de dire, à mon avis, il faut le faire en leur faisant vivre le fait que, en tout cas en groupe, on peut vraiment, et c'est là que les éco-teams, c'est là que les projets dans l'école me paraissent vraiment essentiels, quoi. Ou avec des associations en dehors de l'école et tout ça. Mais plus que les autres, ces jeunes-là, si on leur fait pas vivre le fait que collectivement on est plus fort et on peut vraiment faire des choses,
je pense qu'on n'arrivera pas à connecter le message environnemental et surtout à montrer que le message environnemental est lié à la question des inégalités sociales et de la justice sociale.